Lundi 28 juillet. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C, et il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue à un autre épisode du F1 Podcast. Aujourd'hui, c'est notre retour sur le week-end de course qui se déroulait sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, et on débute maintenant avec la journée de samedi. Il est maintenant temps d'aller rejoindre notre collaborateur du lundi. Il est l'auteur du livre La Formule 1 au circuit, Gilles Villeneuve, qui est d'ailleurs disponible dans plusieurs librairies à travers le Québec. Il va pouvoir tout nous dire ça. Kevin Fontaine, comment ça va? Mais ça va super bien, Martin. Très content d'être de retour. Veux-tu dire aux gens, là, parce que je pense qu'on n'a jamais pris le temps, le livre à Simon, Simon Bachand, qui est aussi un de nos collaborateurs, qu'on apprécie Mhm. beaucoup, a son livre dans différentes librairies à travers le Québec, mais toi aussi, ça va aider des gens parce que souvent, je reçois des messages, le monde cherche ton livre ou veulent se Mhm. le procurer, je te transfère leurs informations, mais quelqu'un qui n'aurait pas le temps nécessairement de nous écrire un message ou qui pourrait peut-être apprendre maintenant que le livre est disponible près de chez eux, sauver les déplacements. On sait que le gaz est cher, donc si tu avais le temps de faire une petite tournée de ça, qui tient le livre La Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve présentement au Québec? Oui, ben, tout d'abord, merci beaucoup. Le livre Formule 1 au circuit Gilles Villeneuve est disponible à la librairie Lulu de Mascouche. Il est également disponible à la librairie Martin de Joliette, au papetier Hamster Plus de Joliette également, et à la librairie Mille et une pages de Sainte-Sophie. Ah, ben c'est bon, ça fait que c'est quand même des endroits assez dispersés à travers le Québec, donc ça offre des belles options à tout le monde, quelqu'un qui veut aller Mhm. se le procurer. Là, on a eu tout un week-end. Bien sûr, les week-ends sprint, c'est toujours chargé. Je dis pas nécessairement que c'était haut en action, même si on en a eu un peu. Mhm. Sauf que ça donne beaucoup de contenu. Mais avant, je voudrais qu'on parle d'un sujet qui est, on peut dire, d'actualité, même si c'est toujours pas confirmé. Je voulais quand même qu'on l'adresse ensemble. Avant qu'on se lance là-dedans, bien sûr, il faut rappeler à nos auditeurs que le F1 Podcast est offert 100% gratuitement grâce à des partenaires comme Des Cœurs Incorporés, qui sont des leaders dans le domaine des escaliers, que ce soit pour en construire une nouvelle ou en améliorer une, en embellir une, en rendre une plus sécuritaire. C'est des experts de Des Cœurs Incorporés vers qui il faut se tourner de Laval à Tremblant. Ils sont en mesure de vous offrir un service humain et sur mesure. Et d'autres experts, eh bien, cette fois-ci, c'est dans le domaine de couper les haies ou couper les arbres, l'entretien, des choses que pas facile de faire, hein. Des fois, les gens veulent s'improviser, dire, ah, moi, capable de couper ça, une haie, je suis capable de couper ça, un arbre, ben, je vous invite à vous rendre sur la page Facebook de Label Haie, qui sont des experts avec plus de 20 ans d'expérience. Vous allez voir sur leur page Facebook que c'est pas si facile que ça. Pas pour rien qu'on confie ça à des experts. Donc, vous pouvez les suivre sur Facebook, les trouver sur leur nouveau site Internet qui est très, très beau. Ou sinon, vous pouvez simplement m'écrire un petit message, dire, hey, moi, j'aimerais ça faire affaire avec Label Haie ou des cœurs incorporés. Comment que je peux me procurer leur service? Donc, simplement m'écrire un petit message au F1 Podcast. Ça va me faire plaisir. Je le disais, un sujet qui est d'actualité, mais pas confirmé. La nouvelle qui va peut-être tomber dans les prochaines heures, dans les prochains jours, qui tombera pas du tout. Ça reste à voir. On sait que maintenant que les réseaux sociaux, il y a beaucoup de nouvelles qui sortent de partout. Moi, je fais toujours extrêmement attention et je recommande aux gens de le faire aussi, de vérifier c'est qui sont les sources qui nous apportent ces informations-là. Ça veut pas dire que c'est faux, ça veut pas dire que c'est vrai non plus. Mais des fois, il y en a à qui on peut faire confiance plus qu'à d'autres. Il y a des endroits qui garochent un peu tout ce qu'on voit, puis on trouve quelque chose sur Internet, puis on met ça, puis on dit que c'est ça, puis c'est officiel. Puis nous autres, au F1 Podcast, on a décidé dès le départ de ne pas fonctionner comme ça. On respecte beaucoup nos auditeurs, mais aussi les gens qui décident de s'abonner à nos pages, qui nous font confiance. Je le dis à la fin de chaque épisode, merci d'avoir choisi de faire confiance au F1 Podcast. Et ça, c'est pour moi, c'est primordial. Donc, on fait attention. Ça veut pas dire on est à l'abri de se tromper. Une erreur, ça peut arriver. Sauf que pour l'instant, on n'est pas en mesure de confirmer que Montréal aura sa course sprint l'année prochaine. Il y a énormément de choses qui pointent dans ce sens-là. La première chose, c'était suite au Grand Prix du Canada. Vous étiez nombreux à m'avoir écrit pour dire ça n'a pas de bon sens, l'augmentation des billets. Il y en a même qui nous disaient une augmentation injustifiée. Après avoir eu une conversation avec Pascal Loyer-Durac, qui lui, bien sûr, n'a pas de billet à acheter parce que il est sur, c'est notre collaborateur qui est signaleur au Grand Prix. Lui, il est sur il est très très près de l'action sans avoir à débourser un billet. Il donne de son temps. Puis j'avais dit, écoute Pascal, ça se pourrait que cette augmentation-là cache
que l'année prochaine, on aura une course sprint à Montréal. Pour les gens qui avaient écouté cet épisode-là, c'était le entre-deux courses, se rappelleront sûrement que je l'avais mentionné ça. Et c'est la même chose que j'avais mentionné à plusieurs d'entre vous qui m'avaient écrit un message concernant les augmentations de billets, parce que c'est sûr que si on emmène un week-end sprint à Montréal, eh bien, le vendredi, ça change tout. C'est pas deux séances de célib qu'on a droit, c'est une séance de célib plus une qualification. La journée du samedi, ceux qui achètent des billets le samedi, normalement, Kevin, toi en particulier, tu fais ça depuis des années. Eh bien, un billet du samedi, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que maintenant, tu n'as plus une séance de célib puis une qualification. Tu as une course le matin et une qualif en après-midi. Donc, tu en as plus pour ton argent. Et le dimanche, mais là, ça demeure inchangé. Ça reste que seulement une course. Donc, ça, c'est ce qui a coulé, supposément que Montréal aurait un week-end sprint l'an prochain. Je vous donne la nouvelle intégrale, là, comme que, même je dis nouvelle, mais j'ai de la misère à dire ça parce que, comme on n'a pas de confirmation, mais ce qui est sorti, c'est que le calendrier sprint demeure à 6 courses en 2026. Ce qui diffère du passé, c'est que c'est les endroits où on va aller. Montréal, bien sûr, est là-dedans. On commence en Chine. Ça reste pareil parce que ça fait des années qu'on en a une en Chine depuis que le Grand Prix est revenu là-bas. Ensuite, on s'en va du côté de Miami. Miami qui semble on semble avoir bien négocié ça du côté des organisateurs parce qu'on a toujours des courses sprint là-bas. Ensuite, c'est Canada. C'est Silverstone qui va en avoir une. Ça avait été très intéressant la dernière fois qu'ils en ont eu une. Après ça, les Pays-Bas et Singapour. En tout cas, on en viendra tantôt, là, mais ça, Singapour, pour moi, je comprends pas ce qu'on s'en va faire là-bas. C'est déjà assez pénible de regarder un Grand Prix là-bas. J'ai même pas envie d'en voir deux. Mais après ça, c'est ça. Fait que là, ça serait arrêté ce qu'on présentement, ce qu'on regarderait d'avoir sur le nouveau calendrier. Moi, ce qui attire mon attention quand je vois ça, bien sûr, c'est de voir quand Montréal s'ajoutait à ça. Mais Miami et Montréal, qui seront un après l'autre dans le calendrier, maintenant situés au mois de mai, j'ai beaucoup de difficultés à croire qu'on a réussi à faire passer ça aux différentes équipes, que non seulement on va faire une course sprint à Miami, mais qu'on va en faire une le week-end consécutif de course au Canada. Donc, ça donne deux grands prix parce que les écuries ne pourront pas vraiment apporter d'amélioration. On sait que depuis que la formule s'est mise en place, les écuries n'aiment pas trop ça du fait qu'on n'a pas de séance de célib. Donc, c'est très dur d'apporter des améliorations. Au temps de la saison où ce que ça tombe sur le calendrier, c'est un moment normalement où ce qu'on a des mises à jour pour les voitures. Donc, on serait privé ou on pourrait les apporter pareil, mais ça serait pas évident. À première vue, c'est peut-être pas ce qui avait attiré ton attention, Kevin, mais tu penses quoi de ça? Un, que Montréal s'ajoute au calendrier, mais deux, qu'on a réussi à convaincre les 10 ou même maintenant 11 écuries de se prêter au jeu pour un week-end sprint, 2 week-ends consécutifs. Ça va être intéressant, Martin, mais en même temps, ça peut être quelque chose d'assez, excusez l'expression, touché, comme on dit en québécois, parce que là, on n'est pas en Europe. Souvent, quand on est en Europe, on est au centre où est-ce que les écuries, là, on se trouve en Angleterre principalement, hein, quelques-unes en Italie, mais là, on va être carrément en Amérique. Donc là, ça va être difficile d'apporter des évolutions sur deux grands prix consécutifs, là, vraiment, Miami et le Canada. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donné à Montréal. Je ne suis pas fermé à l'idée. Parfois, Montréal, on peut avoir de très bonnes courses, on le sait depuis le temps, mais par contre, des fois, il ne faut pas, faut voir ça de la bonne façon. Des fois, c'est compliqué à Montréal. On n'a pas toujours les courses les plus palpitantes, puis des fois, on en a pour notre argent. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se produire. Sinon, quand on regarde la suite des choses, Grande-Bretagne, ça, c'est bien. Les Pays-Bas, ça peut être très bien aussi. Singapour, je suis d'accord avec toi. Ça, je pense que ce n'est pas le meilleur choix pour aller faire une course sprint. J'aurais beaucoup plus opté pour un circuit comme on a déjà été d'accord, Martin, l'Autriche et le Brésil. Pour moi, c'est classique. Ça devrait être une course sprint. Mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer du côté du Canada. Si tout a lieu, bien évidemment, comme tu as dit, on ne confirme pas encore que ça va être le cas, mais si ça a bien lieu, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner du côté du circuit Gilles Villeneuve. Pour les habitués du F1 podcast, vous nous avez entendu, comme tu mentionnais, Autriche pour nous, ça devrait être une inscription à vie
c'est un circuit qui est fait sur mesure pour avoir des Grands Prix sprint. Même Mhm. chose pour le Brésil. Et puis, François Goulet et moi, dans nos épisodes du vendredi, ben, on rate jamais une opportunité de donner un petit jab au Qatar, parce que le Qatar, pour nous, c'est pas une place pour faire des courses sprint. Mais là que je vois Singapour, je pensais jamais arriver au moment où ce que je m'ennuierais du Qatar. Parce que Ouais. si tu me donnes la chance, là, ou le choix plutôt, c'est sûr que je m'en vais pas à Singapour pour faire ce type de course-là. Est-ce que je peux me tromper? Bien sûr, sauf que pas l'impression que je vais me tromper, là. C'est un endroit normalement qui est pénible pour les pilotes, 14 aussi, sur un Grand Prix qui est vraiment une course d'endurance, mais d'en faire une sprint, c'est très dur de faire des dépassements, là. En tout cas, lorsque j'ai vu ça, je suis avec toi aussi. Montréal, je sais qu'on peut être chauvin puis dire ça va être un bon circuit pour ça. On n'est pas certain non plus que ça va vraiment donner, ça va être un bon spectacle qui va être rendu. Sauf que ce qui est le fun, c'est bon pour les retombées économiques. Oui, c'est sûr que ça va Absolument. chercher de l'argent dans les poches des partisans. Sauf que ça crée plus d'événements, les gens vont être là plus longtemps. Le vendredi, même si on n'a pas de problème normalement d'attirer des gens pour les séances d'essai libre, ben là, on Mhm. vient bonifier ça avec déjà une séance de qualification dans l'après-midi. En plus, on avait rajouté la F1 Academy c'est au mois de mai. Donc, ça donne un petit coup de pouce. Le fait qu'on a tassé ça au mois de mai, peut-être qu'on avait peur de... Je pense pas. Mais au cas où on avait une crainte de dire peut-être que ça va être moins fort au mois de mai qu'au mois de juin, mais là on vient bonifier l'offre encore une fois du côté des organisateurs de dire oui oui on n'est plus on se déplace ça dans le calendrier mais on vous en donne plus. C'est sûr qu'on vous en demande plus en retour, mais il y a bien des endroits là, dans le monde, on le sait, avec des augmentations sur à peu près tout, où on vous en demande plus de votre porte-monnaie, mais on vous en donne moins. Là, c'est pas le cas. Fait que ça, on va quand même saluer ça si jamais la nouvelle est confirmée. Pour l'instant, on n'est pas en mesure de le faire. Tu l'as mentionné, je l'ai mentionné à plusieurs reprises. C'est important pour moi que vous sachiez que peut-être au moment où vous écoutez le podcast, c'est rendu, mais c'est quand même quelque chose qui se trame. Des fois, il n'y a pas de fumée. Sans feu, le fait qu'on va avoir 2 week-ends sprint de suite, ça n'a jamais été fait, ça reste à voir. On reste quand même à une place en Europe, seulement un week-end sprint en Europe qui était Belgique. Justement, parlons-en de la Belgique. Je trouve que ça se prête bien à ce sujet-là. J'ai posé la question, comme je l'ai fait à toutes les fois qu'on a cette formule-là, j'ai demandé à François vendredi, est-ce que tu trouves que le Grand Prix de Spa-Francorchamps est un endroit qui se prête bien pour cette formule sprint-là? Moi, de mon côté, je me suis pas prononcé vendredi parce que j'avais le goût de laisser j'avais besoin d'une étude un peu plus grande. L'échantillon, je trouvais qu'il était un peu court. On l'avait eu à une reprise la dernière fois. J'étais resté sur mon appétit. J'étais pas convaincu que c'est un endroit où ce qu'on devrait faire cette formule-là. Un, par la longueur du circuit, le fait que c'est 7 kilomètres. Le fait aussi que le temps que il me semble que l'action commence à rentrer, ben c'est déjà la fin. On fait seulement 15 tours à cause de la longueur du circuit. Puis si jamais tu as une voiture de sécurité en début d'épreuve, heureusement, c'est pas arrivé. Ben là, ta course sprint prend le bord, là. Donc, tu te réveilles ici à l'heure du Québec, on se réveille à 6 heures du matin pour regarder 15 tours. Puis on est à l'abri de tu sais, une petite voiture de sécurité pourrait se transformer, que tu t'es réveillé à 6 heures du matin, à 5h30 pour écouter une course de moins de 15 tours. Ça, je trouve ça un peu plus difficile pour moi. C'est pour ça que je pense pas. Je pense qu'il y a il y a des formats qui se prêtent mieux ailleurs, des tracés qui se prêtent mieux à ça. Tu l'as dit, le Brésil, pour moi, ça devrait jamais, jamais être enlevé de cette course-là. Je voulais savoir ton opinion. Je sais que là, l'étude est plus grande que ce que François avait vendredi pour se prononcer. Après deux essais de course sprint en Belgique, on le voit là, du calendrier qu'on pense ça serait plus là. Mais est-ce que tu trouves que on a bien fait du côté de la F1, mettons, de retirer, de ne pas retourner en Belgique pour refaire un week-end sprint pour l'instant? Écoute, Martin, en premier lieu, on va s'entendre que le Belgique, Spa-Francorchamps, c'est un circuit formidable. C'est un circuit formidable, mais pour une course sprint, ça ne s'apprête pas. Du moins, de mon avis, ça ne s'apprête pas. On a besoin de zones DRS qui sont plus effectives. Et en Belgique, c'est pas ce qu'il y a de plus idéal. On l'a vu avec la course sprint. Il manque un petit quelque chose. C'est pas un circuit. Moi, j'appelle ça un circuit de Grand Prix, oui, mais pour une course sprint, je pense que ça va s'apprêter mieux à d'autres Grands Prix, comme on l'a mentionné. Euh, Brésil, Autriche, Silverstone, ça peut être très bien aussi. Comme on peut voir d'autres circuits. Moi, j'ai hâte de voir ce que Zandvoort va proposer, Oui. mais si c'est bien le cas, bien évidemment. Mais du côté de la Belgique, on a eu l'échantillon. C'est un circuit formidable, mais qui ne s'apprête pas, du moins de mon avis, pour une course sprint.
Parlons-en justement de cette course-là. On se réveille tôt, on se prépare à regarder qu'est-ce que les pilotes vont nous offrir. On avait Oscar Piastri qui s'élançait premier, sauf qu'il y avait Max Verstappen derrière lui avec une Mhm. configuration à faible appui aérodynamique. On avait salué son courage avec François vendredi dans notre épisode qui met la table sur le week-end de course, votre guide Belgique 2025. Pour les gens qui n'ont pas écouté encore cet épisode-là ou qui ne sont pas familiers avec cette formule-là, je vous invite à l'essayer. La première moitié de l'épisode, le premier bloc, c'est toujours on met la table, mais surtout à travers les différents dossiers d'actualité. Donc, même si le week-end de course est terminé, vous dites peut-être, ah ben, j'ai plus besoin d'écouter quelque chose qui met la table sur le week-end. On est rendu lundi, mardi. Mais je vous invite quand même à écouter au moins la première partie parce que ça va quand même vous mettre à jour sur des dossiers d'actualité qui n'ont peut-être pas été adressés dans les différentes représentations ou différentes productions télé que vous avez écoutées le week-end de course. Donc, vous pourrez apprendre peut-être des choses. Donc, au moins, le premier bloc, à chaque semaine de course, on fait ça. François et moi, on prend le temps de vraiment parler des différents sujets d'actualité. Donc, on consacre la moitié de l'émission à ça. Oui, justement, on avait mentionné à quel point que c'était quelque chose de décider de s'aventurer sur un circuit comme Spa avec une faible appui aérodynamique, pas nécessairement pour le secteur 1, parce qu'on n'en a pas vraiment besoin, mais le secteur 2, on en a besoin. Et là, on était curieux de voir durant la course sprint ce que Max serait capable de faire dès le départ, mais comment il pourrait résister ensuite aux attaques de la McLaren de Piastri, mais aussi celle de Lando Norris. Eh bien, il nous a offert un très, très bon spectacle. Ça vraiment, c'est ce qu'on veut voir normalement en F1. C'est sûr qu'on aime ça regarder tous les voitures, mais lorsque ça se bat pas à l'avant, c'est toujours un peu déplaisant, là. C'est le fun de voir des bagarres à l'arrière, mais lorsque c'est déjà réglé dans les trois premiers, ça, c'est moins le fun. Il faut donner le positif qui est revenu, même si on n'est pas nécessairement d'accord que c'est le meilleur tracé pour faire ça. Quand même, les trois premières voitures là, étaient à l'intérieur d'une seconde et demie pendant un bon moment des 15 tours. Ça donnait quelque chose à voir. Verstappen avait le droit à zéro erreur. Piastri, qui s'est fait dépasser, comme on l'avait prédit, ben, à la fin de cette montée-là, Verstappen a très bien fait, très bon dépassement par l'extérieur. Je pense que Piastri aussi a bien répondu de se dire, je vais protéger l'intérieur, je vais lui faire ça compliqué aux Néerlandais. S'il y en a un qui peut faire ce genre de dépassement-là et c'est remplir ces tâches plus complexes-là, bien, c'est bien lui, un quadruple champion du monde. Très, très beau dépassement, propre entre les deux. Puis après ça, ben, c'en est suivi d'une série d'attaques. On voyait Piastri constamment se tenir dans le 4 dixièmes, 5 dixièmes, parfois descendre quasiment jusqu'à 3 dixièmes. Mais jamais, jamais Verstappen n'a fait l'erreur ou a ouvert la porte à ce que Piastri puisse tenter quelque chose. Le fait que sa Red Bull RB21 avait un appui aérodynamique beaucoup plus bas le permettait de monter dans la montée. Puis dans le secteur 2, il commettait pas d'erreur. Il était très, très agressif, brûlait pas ses pneus. Donc ça allait animer le spectacle. On a Lando Norris qui a fait une erreur dès le départ de concéder une position à Charles Leclerc. Le temps qu'il remonte, ben, c'était trop peu trop tard parce qu'il aurait pu mettre beaucoup plus de pression sur Piastri et ça aurait probablement poussé Piastri à peut-être tenter quelque chose sur Max Verstappen, à prendre plus de risques. Finalement, Lando Norris a réussi à rattraper Oscar vers la fin de l'épreuve. Dans l'ensemble, comment tu as trouvé ça, toi? Est-ce que tu es d'accord avec moi que, heureusement que Verstappen était là, ça a quand même donné quelque chose d'intéressant de voir que il pouvait pas vraiment faire une pause ou lever ses yeux à un moment. Un petit moment, il a eu des problèmes avec ses freins, puis ça a failli être assez pour que Oscar puisse le passer. Ouais, c'est ça. Ça n'a pas été. Il fallait pas faire un seul faux pas du côté de Verstappen. Écoute, il a vraiment fait ce qu'il fallait. Puis, il a pu aller chercher Oscar Piastri au bout de la ligne droite du camel, au freinage des courbes, pour s'emparer de la tête et ne plus la lâcher. Mais c'est ça, pas pu se reposer. Piastri était toujours en position d'attaque, donc il ne fallait pas rien relâcher du côté du champion du monde. Norris, comme tu as dit, Martin, s'est fait surprendre par Charles Leclerc. Personnellement, je trouve que la manœuvre de Leclerc était beaucoup plus impressionnante à voir que celle de Max. Max a très bien fait ça par rapport à Piastri, mais je trouve que Leclerc Oui. a vraiment surpris Norris de l'extérieur au freinage des cordes pour le dépasser pour la troisième position. Ça, honnêtement, je dirais pas que je m'y attendais pas, mais je croyais que Norris allait être suffisamment proche de Piastri pour réussir à se protéger de Leclerc. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et heureusement pour Norris, qu'il a réussi à reprendre l'avantage par rapport à Leclerc parce que, on le sait, Martin, tous les points comptent, là, en sprint autant qu'en course normale. S'il aurait fallu que Oscar Piastri se fasse, ben, en fait, excuse-moi, pardon, je veux dire que Lando Norris se fasse dépasser par Charles Leclerc et que Leclerc reste devant,
ça aurait été une bonne claque en plein visage pour Norris. Là, on va se le dire. Là. Et heureusement pour lui, il a réussi à rattraper. Et après ça, ça s'est tenu avec les trois Verstappen, Piastri et Norris par la suite. Mais quand même, Norris a eu chaud. Je trouve que Norris a eu chaud. Après ça, on a vu la supériorité de la McLaren sur le circuit. Il a pu repousser Leclerc par la suite. Mais vraiment, très belle course. Max, aucun faux pas. Piastri, toujours à l'affût. Norris était prêt également. Donc, ça a bien été. Ça a bien été pour ces trois pilotes-là, mais ça aurait pu virer d'un côté comme de l'autre. Tu fais bien de mentionner le dépassement de Leclerc parce que c'en était tout un. Tu fais bien de Oui. mentionner que tu as été surpris parce que je pense que Lando Norris l'a été aussi, mais un peu Mhm. nonchalant. Ça ne l'attendait pas, mais c'est ça, il aurait dû être un peu plus sur ses gardes. Après moi, il était rivé sur ce qui se passait à l'avant parce que peut-être que Charles Leclerc n'aurait pas cette possibilité-là. Mais encore là, je trouve que ça fait partie des erreurs que Lando a tendance à faire au Oui. départ d'une épreuve. C'est quelque chose qui Mhm. s'améliore pas avec le temps. Tu es capable de comprendre que ces opportunités-là, si tu peux pas commencer à céder des positions au départ, surtout dans une course sprint où tu as seulement 15 tours, ça lui a nui parce que je suis persuadé qu'il aurait pu mieux peut-être avoir une meilleure bagarre pour la deuxième position, aller enlever des points, même si c'est pas beaucoup de points, mais quand même sur un championnat, il le sait mieux que quiconque l'année passée. Quelques petits points, des fois que tu peux ramasser à certains endroits, peuvent faire une grosse différence parce que tu arrives à la fin. Surtout sur la pression que tu peux mettre sur ton adversaire. Donc, j'ai été déçu de Lando Norris. Le temps qu'il repasse Leclerc, qu'il revienne dans l'équation, il était déjà trop tard. La course tirait à sa fin. Un qui est très, très bien fait. On le salue de temps en temps au podcast quand il fait quelque chose de bien, bien sûr. On le sait que c'est un bon pilote. C'est un pilote qui est nettement supérieur à des Logan Sargent, ou qui a déjà été mentionné dans la même phrase. Mais Esteban Ocon, c'est un très, très bon pilote, on le sait. Pas un favori pour ma part. Il y a des choses que j'aime moins de lui, mais je reconnais toujours son talent, bien sûr. Et il arrive à des certains moments comme ça où il nous le démontre. Justement, Oui. une très, très belle qualification sprint shootout. On a fait des réglages à la Max Verstappen un peu. Si on dit que Verstappen, c'est impressionnant ce qu'il faisait avec un peu moins d'appui aérodynamique, mais c'est la même chose du côté d'Esteban Ocon. Peut-être pas remporter une épreuve, battre les McLaren ou la Ferrari, mais on peut dire qu'il était le meilleur du reste en étant Mhm. cinquième. Oui. C'est pas la position où ce qu'il aurait dû être avec sa Haas. Il a fait la différence. Réussi aussi à terminer cinquième. Se qualifier là, faut le faire, mais rester là, ça, c'est un autre paire de manches. Très, très belle course sprint de la part de Esteban Ocon. Même chose pour Carlos Sainz, sixième dans sa Williams. Ça lui a fait du bien parce que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu là, qu'on parlait pas de Carlos Oui. Sainz Tout à avec fait. du positif. Mhm. Oliver Burman, qui est un pilote très, très bon jeune pilote. Hein. On le voit, il fait des erreurs. Des fois, il y a de la misère à différencier les drapeaux rouges des drapeaux jaunes ou des drapeaux bleus des drapeaux blancs, là. Mais à part de ça, je te dirais que quand c'est le temps, quand ça se passe en piste, il fait très bien. La dernière fois qu'il avait terminé septième, c'était à son premier Grand Prix en carrière. Cette fois-ci, c'était en sprint, donc Berman septième. J'ai trouvé que c'était une belle performance. Et Hadjar qui complète les pilotes qui ont marqué des points. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter sur cette course sprint avant qu'on passe aux séances de qualification qui se tenaient dans l'après-midi? Écoute, ça a mentionné du côté de Haas, Martin, c'est important quand on a des pilotes, on va mentionner les Russell, les Antonelli, les Hamilton qui partent plus loin. Ça, on va se répéter souvent, mais c'est des opportunités. Là, oui, on n'est pas en course principale, on est en course sprint, mais c'est l'opportunité parce que le plateau est tellement relevé, c'est tellement serré dans le milieu de grille que chaque résultat va faire une différence. Et quand on voit un pilote comme Esteban Ocon qui réussit à soutirer le plus qu'il peut de cette voiture-là avec une très belle performance, c'est des points très importants qui sont récoltés par ce pilote-là. Berman aussi a fait une super prestation, donc bravo à l'écurie Haas pour ce beau résultat-là. Dernier petit point que je voulais souligner sur la séance sur la course sprint, quelque chose qui a attiré mon Mhm. attention. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en as pensé ou si tu l'as entendu. Il y a à un moment, Lando Norris, l'ingénieur de Lando Norris, donnait des informations sur le niveau de batterie de la voiture d'Oscar Piastri. J'ai trouvé, ça m'a dérangé. Parce que j'ai trouvé que c'est des informations que tu n'aurais pas si t'es pas dans la même écurie. Tu Mhm. sais pas le niveau de batterie des autres, mais tu sais le niveau de batterie de la De ton voiture qui est la, coéquipier, ouais. ouais, de ton coéquipier. Puis Mhm. l'ingénieur de Lando Norris lui donnait ça. C'est légal, là. Mhm. Il n'y a pas de côté légal, sauf que c'est de l'information interne. Puis je comprends qu'il y a la règle orange papaye, on les laisse se battre. Mais là, c'est quand Mhm. même, je me dis, j'espère que du côté d'Oscar Piastri, son ingénieur comprend que
on a le droit de faire ça, qu'à l'interne, on s'est pas donné ces restrictions-là de dire non, il y a des choses qui se font, puis il y a des choses qui se font pas. Moi, pour ma part, ça m'a dérangé. Si on le fait des deux côtés, Mhm. c'est correct, mais j'entends, tu sais, on n'a pas toutes les communications radio, là, on nous donne Ah. que certains Mhm. morceaux. Sauf que ça a attiré mon attention, puis je fais comme, oh, OK, c'est quand même quelque chose que normalement on n'aurait pas accès dans un adversaire normal, mais là, on s'en sert. Toi, tu trouves ça comment? Écoute, Martin, je vais te faire un parallèle. Il y a de la même écurie, il y a plusieurs années. Lewis Hamilton était chez McLaren à cette époque-là. C'était en 2012. Mhm. Il avait publié les données télémétriques de Jenson Ben Button, oui, 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 son ça c'était coéquipier de l'époque. épouvantable. Oui, oui. Ça, là, tu me fais ramener ce point-là. Et là, j'ai dit, mais Colin, on remonte à v'là longtemps, mais c'est comme si on n'aurait rien compris, façon de parler. Et là, c'était des données que tout le monde, à l'époque, on a beaucoup plus de données aujourd'hui, oui, mais on regarde à l'époque, en 2012, tous les pilotes, tous les ingénieurs, tout le monde pouvait avoir accès aux données de Button. C'est lui qui avait signé la pole. Les autres sont morts de rire. Ils ont dit, ah, parfait, OK, on va se fier aux données qui ont été affichées. Parfait, pas de problème. Et là, ben là, du côté de Norris, quand on sait que c'est son coéquipier, oui, mais c'est son rival principal au championnat, euh, ça m'a un petit peu surpris, moi aussi. Je te dirais que j'ai été étonné, mais pas dans le bon sens. Non, ben c'est ça. Comme je dis, si on le fait pour Piastri, si on lui donne des données sur la voiture de Mhm. Ouais. Norris, encore là, des données de dire, ah, Lando vient de dire que ses pneus sont moins bons, ça c'est correct, tu sais, ça c'est Ouais. public. Sauf que Mhm. d'aller fouiller le niveau de batterie de l'adversaire et de dire à Norris, ah, sa batterie est à moyenne, est à moitié, là tu sais que là tu peux l'attaquer parce que, ah, là il est à moitié, fait que moi si je suis Ouais. plein, je l'active, lui il peut pas nécessairement répondre à partie égale. Je sais que c'est pas évident de se battre contre un coéquipier car on a la même machinerie et tout ça. Fait que c'est ces Mhm. petits détails-là qui peuvent faire la différence des fois à des détails, comme je le répète, qu'on n'aurait pas s'ils n'étaient pas à la même écurie. Donc, Mhm. encore une fois, si l'ingénieur d'Oscar Piastri, j'imagine que quelqu'un a attrapé ça à la télévision, un membre de sa Mhm. famille, un cousin, un frère, n'importe quoi, quelque chose, quelqu'un qui a entendu ça, qui va lui dire, ou Mark Webber, son agent, puis là, qui va parler avec l'ingénieur, il dit, écoute, donne-moi-en. Si tu as accès à des informations, ou ça va tomber aux oreilles de Zach Brown, d'Andrea Stella, qui va faire comme non, ça, on fait pas ça. On donne pas. Tu peux donner des choses qui sont connues, mais tu peux pas Mhm. fouiller dans des informations privées. Un, les transmettre au pilote, qui est son adversaire direct au championnat, mais aussi le donner à d'autres. Tu sais, là, Max Verstappen était capable de savoir aussi le niveau de batterie d'Oscar Piastri qu'il suit, là. Fait que Mhm. ça, j'ai Effectivement. trouvé ça. En tout cas, ça m'a dérangé. Je voulais t'en parler. Genre, peut-être que Mhm. j'étais le seul. T'aurais pu me dire, Martin, Martin, Ah, non, j'ai j'ai- calme-toi, j'ai là. porté attention. Ouais, j'ai porté attention à ça aussi. Et je me suis dit, imagine, Martin, si Leclerc était à proximité de Norris Ben, ou c'est si le ça. plateau était beaucoup plus resserré, là, tout le monde aurait pu en profiter. On se dit, oh, ben là, OK, parfait. Piastri, la batterie est beaucoup plus basse. OK, on sait, on a une opportunité si jamais Norris a réussi à passer. Ah, ben là, on a les données par rapport à Piastri, donc on sait où est-ce qu'il va en perdre. Donc, non, c'est ça. D'accord avec toi là-dessus. J'ai pas été très impressionné là-dessus. Non, c'est une drôle de décision qu'on a prise. En tout cas, ça n'a pas dérangé après ça, par exemple, on est allé en qualification parce que c'est ce qu'on fait dans l'après-midi après un week-end sprint. On a quelques heures, après ça, on a le droit de changer les réglages. Bien sûr, le règlement du parc fermé ne s'applique plus. On peut modifier ce qu'on a appris et tout ça. Un qui semble avoir appris beaucoup lors de cette course-là, c'est Lando Norris qui semblait toujours un peu à l'arrière de Piastri tout au long du week-end, sauf que lorsque les qualifications ont commencé, on a senti que le vent semblait avoir tourné. Norris a appris des choses, a compris où ce qu'il faisait des erreurs, ce qu'il devait faire. C'est ce que Max Verstappen a déjà reproché à ces fameux week-end sprints-là. Ça donne des deuxièmes chances à certaines personnes. Donc, c'est ce que Norris a fait. Norris signe la pole, très belle pole position, très bon tour. Ensuite, Oscar Piastri, deuxième. On voyait que les McLaren étaient rendus on a progressé, hein. On n'a pas beaucoup de séances de célibre dans un week-end-là. On est devenu beaucoup plus rapide dans cette deuxième séance de qualification-là. Si on passe Norris et Piastri, parce que c'est sûr, on a beaucoup de contenu, on veut essayer d'aller le plus rapidement possible pour bien sûr Mhm. passer au Grand Prix. Norris, Piastri, oui, encore là, les McLaren étaient dominantes. Où ce que ça a changé, c'est que là, Max Verstappen ne pouvait pas répéter l'équation de dire je vais prendre une voiture à faible appui aérodynamique par peur de faire un copier-coller avec ce qui s'était produit à Silverstone. À Silverstone, on se rappellera, il avait fait cette tentative-là. Ça avait fonctionné pour signer la pole. Même chose pour être compétitif. Là, il avait réussi à chercher la victoire
à la course sprint, mais il ne pouvait pas faire la même chose parce qu'on annonçait de la pluie lors du Grand Prix de dimanche. Un qui a pris un risque, et ça a été payant, c'est Charles Leclerc. Charles Leclerc a décidé de lui dire, ah, j'ai vu ce que ça a fait pour la Red Bull avec Verstappen, donc je vais y aller avec moins d'appui aérodynamique, et c'est lui qui est arrivé troisième. Donc Red Bull, on le savait que probablement on pourrait pas venir fatiguer les McLaren dans cette qualification-là, mais on s'attendait probablement à être troisième, du moins par la déception que j'ai vue sur le visage de Verstappen après. Mais on doit saluer quand même le brio de Leclerc, le risque qu'il a pris aussi, parce que ça prend du courage pour faire ça. Et là, il restait le plus juste à voir si dimanche ça allait être payant ou s'il allait écoper pour ça. Mais quand même une très belle troisième position de Charles Leclerc. Oui, c'est ça. Et aussi, faut souligner le travail colossal de Leclerc parce que ça a été. Il y a eu quelques courses où c'était un petit peu plus compliqué. Il y a eu des belles prestations de Leclerc, mais cette saison, on en avait déjà parlé, Martin. Leclerc, un petit peu plus difficile en qualification que Mhm. normalement à son habitude. Mais là, j'ai vu le Charles Leclerc que tout le monde connaît. Là, j'ai vu un Leclerc très, très agressif, un pilote qui va à fond la caisse sur un circuit pilote, là, vraiment comme on l'avait déjà mentionné, mettons à d'autres circuits, mettons comme à Silverstone, Silverstone, circuit pilote. On arrive en Belgique, circuit pilote, l'erreur ne pardonne pas. Et c'est là qu'on a vu des pilotes, mettons, comme Charles Leclerc qui a réussi à soutirer tout un tour de qualification. Quand même, oui, 3 dixièmes de retard par rapport à Lando Norris, mais quand même, il fallait quand même devancer Verstappen, Verstappen, le troisième larron, qui est toujours là quand il faut. Mais là, c'est Leclerc qui a réussi à s'imposer. Donc là-dessus, bravo à Charles Leclerc. Derrière Leclerc et Verstappen, Albon, un autre, là, Ah oui. si on a mentionné que Saints, un bon résultat, c'était grandement apprécié de leur part, on dirait pas non à ça, autant pour l'écurie que pour lui. Ben, Albon, lui, s'est repris dans cette séance de qualification-là. Très, très beau tour. On voyait qu'il était en contrôle. Il avait compris quelque chose dans les réglages qui se devait de faire, comme on dit, ça donne des deuxièmes chances. Donc, Albon, Mhm. cinquième. Russell, sixième, quand même, faut le faire dans une Williams, se faufiler devant un pilote de la trempe de George Russell, mais aussi on Mhm. est un client Mercedes, réussir à placer. Donc on avait trois voitures qui étaient clients Mercedes qui se sont placées devant George Russell. Un autre qu'il faut saluer aussi, c'est Yuki Tsunoda. J'ai été sévère Ben oui. avec lui vendredi. Je dis c'est rendu qu'on est rendu complaisant que quand il fait une 12e position, on serait supposé quasiment de l'acclamer. Certains disent ah, quand même une belle performance. Moi, pour moi, c'est inacceptable. 12e dans une Red Bull. Septième, je suis prêt à lui donner une tape dans le dos et à dire bravo Yuki, c'est un progrès pour moi. C'est pas encore l'idéal, mais c'est beaucoup mieux. Bien sûr, on lui a donné une amélioration qu'il avait besoin, un plancher. Pourquoi on Ouais. lui donnait pas d'avance? Certains tombent dans des théories un peu farfelues. C'est le fait aussi qu'il a eu des gros accidents, une grosse accident à Imola. On fait peut-être moins confiance à lui donner ça. Peut-être qu'aussi on voulait attendre, être sûr qu'il se passe rien. Dans la course sprint, un bris sur la voiture de Verstappen, un remplacement qu'on aurait eu besoin. Là, on arrive dans une séance de qualification où ce qu'on peut pas vraiment changer ces pièces-là à moins de vraiment avoir une permission de la FIA. Donc, on l'avait en trop. On pouvait peut-être se permettre de la donner à Yuki Tsunoda. Il y a toujours quelque chose de logique derrière ça. Lorsque tu ne performes pas bien, mais c'est sûr que l'écurie à longue arrête de mettre des priorités sur toi. Et puis aussi, on veut essayer de garder une voiture qui est la plus, qui se ressemble le plus d'un week-end à un autre parce qu'on veut créer une certaine constance. On veut lui le rendre à l'aise. Mais c'est quand même le fun de voir la relation qu'il a avec Laurent Mekies, là. Il semble plus en confiance, Ouais. peut-être moins intimidé que ce que Christian Horner pouvait dégager. C'est pas un reproche à Christian Horner, c'est sa façon de faire. Tu rentrais dans une nouvelle écurie. Laurent Macias connaît déjà Yuki Tsunoda et c'était pas l'homme de Red Bull Tsunoda, hein, mais c'était probablement l'homme de Laurent Macias. Donc ça aide un petit peu. Adjar, huitième, encore là, de voir Yuki devant les Racing Bulls, ça aussi, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Dans le fond, les trois Red Bull, là, Tsunoda, Agile, Lawson, mais dans le bon ordre. Au moins, de voir Tsunoda en avant d'eux. Ensuite, un qui avait peut-être pas, qu'on n'attendait peut-être pas, mais il va falloir commencer à l'attendre parce que c'est tout un talent. Le jeune Gabriel Bortoletto, qui s'est qualifié 10e, fait très bien. Hein. François l'emmenait vendredi qu'il faudrait peut-être le considérer comme une recrue de l'année parce que quand même de faire des choses comme ça dans une stack, même si Sauber s'est bien amélioré. Tu comprendras, Kevin, j'essaie de passer vite vite là, parce que le Oui, temps ben nous presse. 11e pour Ocon, 12e pour Oliver Berman. 13e pour Pierre Gasly, 14e pour Hülkenberg, 15e pour Sainz, ça n'a vraiment pas été idéal. 16e pour Lewis Hamilton,
Ça, c'est compliqué. Après 18e la Ouais. veille, une course sprint qui n'était pas si facile que ça. Puis ensuite, ça fait effacer un temps pour un septuple champion du monde lorsque tu mets les quatre roues à l'extérieur de la ligne blanche. C'est inacceptable. C'est ses propres mots. Il le dit. Il a été honnête dans ce qu'il avait fait. J'ai entendu des commentateurs dire ah oui, mais il y aurait eu un. Ça n'a pas changé grand-chose sur son temps. Non, non. Le règlement, c'est que tu peux pas mettre quatre roues à l'extérieur. Là. Même si tu t'es septuple champion du monde, tu gagnes un gros salaire, puis c'est ta première année chez Ferrari, on fera pas d'exception pour ça. Puis oui, le temps était peut-être compétitif, mais on ne sait pas si c'était vraiment un bon temps, puisqu'il a quand même gagné un avantage en sortant à la piste pour monter cette fameuse grande côte là, de l'échange au rouge, radillon, ainsi de suite. Donc, c'est probablement tirer un avantage. Si on ne permet pas de passer là, c'est qu'il y a un avantage à tirer. Ensuite, 17e pour Franco Colapinto, 18e pour Kimi Antonelli. Quand on parle de week-end difficile, probablement son pire week-end depuis qu'il a rejoint la Formule 1. Il a quand même 18 ans, on va être tolérant avec ce qu'il fait. Mais je pense que la pause d'été va faire du bien à un gars comme Kimi Antonelli. Je m'attendais que la fatigue le frappe plus rapidement dans la saison, mais quand même, c'est peut-être ça qui commence à rattraper. Et le point, quand on dit inacceptable, Aston Martin, on a de la misère avec les week-ends où ce qu'on apporte des améliorations. On avait dit qu'on ferait plus ça dans les week-ends sprint. Je l'avais mentionné aussi vendredi, dire on va leur donner une chance parce que peut-être qu'on s'est complètement trompé dans nos réglages, mais là, on a appris, puis on va se reprendre pour l'autre qualification. Ce qu'on a appris, c'est qu'on était capable de faire pire que ce qu'on avait fait, parce que là, 19e et 20e, on était tellement confiants qu'on avait élu, avec notre commanditaire Labella, on dit toujours on élu qui va être capable de résister à la coupure, qui va faire causer de surprise, puis tout ça. On croyait que les Aston Martin pouvaient rebondir et faire une bonne performance. On s'est complètement trompé. On s'excuse à Labella, notre commanditaire, d'avoir utilisé son nom pour dire on pense que les Aston Martin vont faire la coupure, mais ils nous ont, pour pas dire la bonne impression, ils nous ont fait quelque chose dans les mains, en tout cas, qui était pas propre, qui sentait pas bon. Fait que 19e, 20e, en tout cas, moi, ça m'a surpris de voir à quel point qu'on s'est planté, qu'on pouvait faire pire. En terminant, Kevin, que tu pensais de Aston Martin qui avait des très grosses améliorations pour le week-end, là, 19e, Ben, 20e. Ouais. c'est une grosse désillusion, Martin. Écoute, déjà que Lance Stroll ne sorte pas de la Q1 sans être méchant, ça arrive souvent. Mhm. Mais quand on voit Fernando Alonso, un pilote de la trempe de Fernando Alonso, ne pas être capable de s'en sortir comme ça, 1,8 secondes et Stroll 1,9 secondes du meilleur temps de Norris, c'est une méchante claque qu'on mange du côté d'Aston Martin. Surtout lorsqu'on regarde la parité en F1, ça fait longtemps qu'on voit pas des gros Oui. écarts comme ça, là. Oui. Comme tu dis, le fait que Stroll ne passe pas, on se dit ça peut arriver. Le fait qu'Alonso passe pas, ça approuve, ça dit qu'on a des problèmes, là. C'est qu'on Oui. complètement ça et qu'on comprend pas ce qu'on fait avec la voiture parce que c'est 100% certain qu'on n'a pas voulu faire pire en changeant les réglages qu'on avait Mhm. déjà. On croyait que en allant dans une autre direction, on ferait nettement mieux de ce qu'on pouvait faire. La réalité est vraie pour toutes les écuries. Tout le monde s'est amélioré entre la séance qualification du vendredi et celle du samedi. Sauf que on voit par le temps, tu le nommes disais 1,8 secondes, on n'a pas fait de progrès du tout. Tout le monde a progressé, puis nous, on a Mhm. régressé avec ce qu'on avait. Moi, ce que ça me dit, c'est qu'on comprend pas notre voiture. Puis ça, c'est pas mal la pire situation où on peut se trouver pour une écurie présentement. Surtout rendu après au 13e Grand Prix de la saison, on apporte des améliorations, puis on comprend pas ce que ça fait. C'est pas bon. C'est vraiment pas bon. J'ai déjà hâte au Grand Prix d'Hongrie, puisqu'Alonso, normalement, réagit bien là-bas. Une voiture, un circuit avec beaucoup de virages, donc curieux de voir si on va être capable de se reprendre là-bas. C'est ce qui complète plutôt notre bloc du samedi. Maintenant, passons à la journée de dimanche. Eh bien oui, c'était dimanche qu'avait lieu la 13e manche du championnat 2025, c'est-à-dire le Grand Prix de Belgique en direct du circuit mythique de Spa-Francorchamps. On s'est levé le matin, puis là, on avait hâte parce qu'on sait que c'est un circuit qu'on adore. Pour avoir eu plusieurs conversations avec toi, Kevin. Il n'y a pas grand monde qui aime pas Spa-Francorchamps. Du moins, j'en connais pas. Mhm. Je connais personne qui me dit «Ah, moi, j'aime pas ça, ce circuit-là. J'ai jamais entendu ça.» Moi non plus. Puis fait que là, on avait hâte que ça commence. On Ouais. savait qu'il y allait avoir de la pluie. Fait que je peux te dire une Mhm. chose, moi, j'ai pris mon temps ce matin. Je voyais la télé aller. Tu sais, j'avais ouvert la télé, je regardais ça aller. Je voyais la pluie, je voyais les commentaires. Je voyais Martin Brundle, Nico Rosberg se promener sur la grille de départ, puis toutes ces choses-là. Puis je disais,
Moi, je pense pas que ça va partir à temps, cette course-là. Là, j'ai des amis qui me Mhm. textaient, penses-tu qu'on va courser? Penses-tu qu'il va y avoir ça? Enfin, oui, mais pas tout de suite. J'ai pas l'impression qu'on va donner un départ. Euh, pour plusieurs raisons. Bien sûr, s'est rendu répandu. Lorsqu'il pleut, on a tendance à ne plus vraiment vouloir envoyer les Formule 1 en piste. C'est quelque chose qui a énormément retenu l'attention et tu me connais, toi aussi, tu penses de la même façon. On aime ici au F1 Podcast couvrir les sujets que nos auditeurs aiment ou ont en tête ou ce qui a fait le plus jaser. Donc, pourquoi les F1 ne vont plus sur la pluie? Pourquoi que Ruiz Marquez, lorsque je voyais sa face, parce qu'on l'a filmé à un moment donné, je voyais son visage, je me suis dit, ça, c'est pas un gars qui va lancer l'épreuve de Formule 1 dans un départ arrêté à l'heure qui était prévue. Finalement, j'étais pas surpris lorsqu'on a mis un message comme quoi on sortirait avec la voiture de sécurité au début. Finalement, on avait à peine débuté le tour de formation que on a dit que la course, le départ était retardé. Ça a été une très bonne décision en passant. Pas nécessairement parce que on n'avait pas de course, on était tous déçus et tout ça, mais ce que ça fait, c'est qu'il y a eu un peu de confusion, comme quoi que lorsqu'on lance pas le départ, si on avait repositionné les voitures, puis on avait essayé de partir, ben là, le temps limite qu'on a pour une épreuve de Formule 1, ben, aurait commencé. Donc, on aurait pu se limiter ou mettre de la pression avec Dame Nature, si jamais les nuages se tassent pas, on n'aurait pas été privé d'un circuit de Formule 1. On apprend de nos erreurs, ce qu'on a fait déjà en 2021. L'autre chose qu'on aurait pu faire comme autre erreur aussi, c'est de poursuivre un autre tour derrière la voiture de sécurité. Ça aurait fait non seulement que l'épreuve aurait déclaré comme étant commencée, donc, on aurait commencé à faire tomber des tours, à descendre des tours, et on aurait commencé aussi le temps limite de l'épreuve. Donc, ça, bonne décision de Ruiz Marquez. Aussitôt qu'on a vu les voitures monter la côte, qu'on a vu les nuages d'eau derrière toutes ces voitures-là. On a fait comme non, ça marchera pas. Revenez au plus, on arrête ça. Puis on va attendre. Finalement, on voyait qu'avec les radars, que ça allait se dissiper. C'est ce qui est arrivé. Puis finalement, on a pu avoir un Grand Prix de Formule 1. Est-ce que c'est l'idéal? Non. Est-ce que je trouve qu'on aurait dû courir? Non, je trouve pas qu'on aurait dû courir. Puis là, je sais, commencez pas à me lancer des tomates, tout ça, je vous explique pourquoi. C'est du cas par cas. C'est pas parce que la même situation se produit à Austin que je vais vous dire la même décision. La raison pourquoi que je trouve qu'on n'aurait pas dû lancer l'épreuve, c'est quand on pense à des gars comme Antoine Hubert, quand on pense à Dilano Van Toff, plus récemment, qui a perdu la vie. Et là, je vois un gars comme Ruiz Marquez, directeur de la sécurité, de la Formule 1, directeur de course, je suis pas capable de lui dire, ah, ce gars-là aurait dû prendre la décision d'envoyer les 20 pilotes devant les parents d'Antoine Hubert, qui étaient là, justement, pour le week-end, et dire, non, les gars, nous autres, on n'a rien appris de ces deux gars-là qui ont perdu leur vie, même si c'était pas en Formule 1, puis on va vous faire monter au rouge radillon à toute vitesse, puis vous allez prendre le risque. Moi, pour moi, je comprends Ruiz Marquez qui ne pouvait pas faire ça. Le fait que si tu cognes en haut, on l'a vu, là, c'est arrivé deux fois les dernières années. Il y a des grosses chances que tu surviennes en piste. Si tu reviens en piste pendant que la visibilité est réduite, tu vas avoir le fameux T-bone que François mentionnait, l'expression, là, tu vas te faire harponner, si vous aimez mieux en français, là, même si c'est pas une, une- une traduction directe, là, mais le premier contact d'une F1, tout est prévu. C'est hyper sécuritaire. Le deuxième contact d'une Formule 1, là, on commence à réduire les probabilités de survie. C'est la même chose dans toutes les voitures de course automobile. Même si on essaie de prévoir le plus possible ce qui pourrait arriver, on peut pas garantir la même sécurité. Pour moi, c'est la raison pourquoi on ne l'a pas fait. C'est cette fameuse montée-là, que même s'il y a eu deux décès dans les dernières années, il n'y a toujours pas de modification concrète qui a été faite. Il n'y a pas de solution miracle à ça. Ça peut encore arriver que quelqu'un frappe, se retrouve en pleine piste. Si c'est Colapinto à l'arrière ou une voiture à l'arrière qui frappe, c'est dangereux, mais malheureux. Au moins, il n'y a peut-être pas quelqu'un d'autre qui suit. Si c'est, exemple, Charles Leclerc en troisième place qui frappe, ben là, t'as à peu près 14, 15, 16 autos qui s'en viennent à l'arrière, qui a des grandes chances qu'ils vont manquer d'espace. Il y a des pistes, il y a des morceaux, des pièces sur la piste, il y a lui de travers, t'as plus d'espace pour passer, il y a des grosses chances qu'il se fasse frapper, pas juste une fois. Et puis c'est là, là. Tu sais, je disais le premier contact, mais il y a peut-être le deuxième, le troisième, le quatrième contact qui pourrait arriver. Je sais que je suis rendu loin là-dedans, là. On ne sait pas, c'est d'ici. Sauf que quel être humain veut prendre une décision comme ça un dimanche matin? C'est facile à blâmer, là. Tout le monde à la maison dit, ah, pourquoi qu'il lance pas l'épreuve? Pourquoi il lance pas l'épreuve? Mais si ça commence, puis il y a un accident, puis on perd quelqu'un, il y a personne qui va vouloir revenir puis dire, ah, moi, j'étais d'accord que ça peut, on va tout mettre ça sur la faute du même gars.
qu'on en voulait de pas lancer l'épreuve de Formule 1. Fait que pour moi, j'étais d'accord avec cette décision-là, mais je suis curieux de savoir ton opinion, Kevin, là-dessus. Ben, absolument, quand j'ai vu les conditions de piste, ben, tout d'abord, Martin, j'avais regardé la course de Formule 2 auparavant. Ça commençait à être délicat. On roulait, oui, mais ça commençait à être délicat. Là, après ça, par la suite, quand on voit les Formule 1 qui s'apprêtaient à rouler sur le circuit de Spa-Francorchamps, j'ai vu comme toi les nuages, la pluie et tout. Et je me suis dit, j'ai tout de suite pensé à l'accident d'Antoine Hubert qui était, oui, sur piste sèche, mais à la montée. Quand on descend vers Eau-Rouge, et après ça, quand on remonte, on l'a mentionné très souvent, à l'enchaînement du Raidillon, là, c'est à l'aveugle. Les pilotes ne voient que le ciel. On ne voit pas qu'est-ce qui se passe à l'avant. Donc là, on arrive avec une visibilité encore beaucoup plus réduite avec les projections d'eau. Donc, le moindre faux pas est catastrophique. Et ça, tu l'avais bien mentionné. Si on avait été sur un autre circuit, par exemple, tu avais mentionné Austin ou peu importe, un Ouais, circuit Austin, dont c'est la pas un bon nature est... exemple, là, parce que la pluie au Ben, il y en a Texas, déjà c'est eu. rare, là. Ouais, Ben, il y en a déjà eu, oui. Mais admettons Singapour, par exemple. On sait, à Singapour, des fois, le climat peut apporter des bonnes averses. Ça me dérange un peu moins. On s'entend, c'est pas un circuit, il y a un gros dénivelé, Singapour. Mais là, lorsqu'on arrive dans la nature de Spa-Francorchamps, c'est toute la nature du circuit qui fait en sorte que ça devient extrêmement difficile de gérer une course avec une piste détrempée comme ça. Et surtout avec ces voitures-là qui ont les pneus ont beaucoup de difficultés. Avec les pneus pluie, on ne s'en sert plus. On ne sert pas des pneus pluie et tout. Ils ont une fenêtre de fonctionnement limitée. Ils peuvent avoir du mal à atteindre la température optimale. Et en plus, ces pneus pluie-là sont plus larges qu'auparavant, ce qui augmente les projections d'eau. Donc là, quand on voit ces voitures-là arriver avec toutes les projections qu'on voit à l'arrière, mais là, ça devient encore plus difficile de voir, surtout quand on a un long train de voiture qui arrive, il y a une voiture qui est en plein milieu de la piste, ça peut frapper. Et là, après ça, c'est la catastrophe. Et on ne veut pas, depuis l'accident de Jules Bianchi, on s'en souvient tous, c'était au Japon, mais on ne veut plus prendre de choses. On s'est dit, on va attendre que ça passe, quitte, malheureusement, ça aurait pu arriver de revivre le fiasco du Grand Prix de Belgique 2021. On s'en souvient, ça n'a pas été extraordinaire. Mais tant qu'à risquer que quelqu'un se blesse très gravement, voire perdre la vie, on est mieux de prendre ça beaucoup plus tranquille et d'attendre que le mauvais temps passe. tu as bien mentionné, Antoine Hubert, il faisait beau. Oui. Puis il a quand même perdu la vie. Mhm. Il a été pas, je veux pas revoir l'accident, là, parce que c'est des choses que tu veux pas aller revoir, mais je pense que c'est pas lui, mais il a été frappé à plusieurs reprises après ça, là. Puis ça, c'est dans des conditions où on était capable de voir en avant. Du côté du jeune Néerlandais, Dilano Van Toff, lui, c'était dans des conditions de pluie qui ressemblaient un peu à aujourd'hui. Euh, Même peut-être moins pire qu'aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il faut apprendre de ces erreurs-là. Sinon, ça fait qu'il y a des pilotes qui ont perdu la vie pour absolument rien. Puis ça, c'est pour moi, on peut pas faire ça. Il faut apprendre de ces choses-là. Donc, pour moi, c'est ça. C'est les premières raisons pourquoi on a fait ça. Mais je veux Mhm. qu'on se penche quand même rapidement sur les pneus pluie, les full wet qu'on appelle en anglais, là, Oui. les bandes bleues, bleu mauve. Moi, je vois ça bleu mauve, en tout cas, dépendamment de vos yeux, là, mais en tout cas, vous allez comprendre. De toute façon, on les voit pas. Ça fait pas quelle C'est ça. bande qu'ils ont, peut-être parce qu'on les voit pas souvent. Mais ce que je veux dire, c'est que on les utilise plus. Ça, Mhm. faut falloir se pencher là-dessus parce que oui, c'est pas, il y a des situations particulières qu'on a évoquées, mais quand même, c'est quelque chose qui se propage ailleurs. Puis c'était dans vos questions aujourd'hui, la boîte Messenger du F1 Podcast, plutôt était débordée de ces questions-là. J'ai même pas eu le temps de répondre à tout le monde, je suis désolé. Là, je vais le faire d'ici la journée de demain. Sinon, si vous écoutez le podcast, vous allez peut-être avoir votre réponse, mais je vais quand même tenir à vous répondre quand même. Oui, on les voit plus. Pourquoi on les voit plus? Pourquoi on les fabrique? Pourquoi que les écuries ne les veulent pas? C'est une excellente question. C'est quelque chose que Pirelli devrait se pencher, que la F1 devrait se pencher aussi. La raison évoquée par des écuries, c'est que on ne peut pas les chauffer. On ne peut pas les mettre les enveloppes chauffantes. Puis ça, on n'aime pas ça. La raison que Pirelli donne, c'est que c'est une gomme qui est tellement molle qu'on n'a pas besoin de les chauffer. Ils vont monter en température très vite. Ce que Pirelli pense, c'est correct, mais le client de Pirelli, c'est les 10 écuries et les 20 pilotes. Quand tes clients te disent que ça fonctionne pas, ce que tu leur dis, faut que tu arrêtes de faire ta tête dure. Faut que tu commences à écouter c'est quoi qui se passe, c'est quoi qu'on veut, pourquoi qu'on les utilise pas. Donc,
on a bien beau dire, ah, nous autres, on le sait que ça chauffe vite, les écuries disent non. On n'a pas l'adhérence, on n'est pas capable de les monter en température, on n'a pas le droit d'utiliser les enveloppes chauffantes. Puis après ça, on dit, ah, ben c'est pour réduire l'empreinte carbone, on veut essayer de limiter l'emploi d'enveloppes chauffantes parce que ça demande énormément d'électricité sur certains types de gommes. Mais si tu veux vraiment réduire l'empreinte carbone, arrête donc de fabriquer des pneus que tu vas détruire à la fin de chaque week-end parce qu'on on les voyage pas, les pneus, là. Aussitôt que c'est terminé un week-end, ça a été monté sur des jantes, on défait ça, ça passe dans le crusher, là, en termes en bon français, là, qui est pas du français. Mais on met ça là-dedans, on le défait en morceaux, puis après ça, c'est fini. Donc, on fait des productions de pneus qu'on le sait qui ne serviront à rien. Pour moi, je pense que l'empreinte carbone, c'est beaucoup plus néfaste lorsqu'on fait des choses comme ça. Donc, qu'on arrête d'avoir la tête dure du côté de Pirelli, puis qu'on regarde c'est quoi qu'on veut. C'est quoi qu'on veut du côté des écuries. Est-ce que c'est juste des enveloppes chauffantes que ça prend? Donc, pourquoi qu'on les redonne pas? Puis après ça, ben justement, on s'en va en intermédiaire à la place parce qu'on préfère la température. Puis le fait qu'on passe dans l'eau là, constamment, là, ben ça fait que ça refroidit le pneu. Donc, déjà qu'on peut pas les monter en température, on les met dans l'eau. En tout cas, on réglera rien aujourd'hui, on sait, mais c'est juste pour répondre aux questions des gens qu'on comprenne un peu plus c'est quoi la situation face à ça. Maintenant, Et c'est surtout aussi, oui, Martin, vite, vite comme ça, c'est surtout de voir les points de vue des pilotes qui roulent depuis longtemps. Même des jeunes pilotes, ça ben, fait c'est longtemps ça. qu'ils roulent sur la pluie. Et quand tu vois des pilotes, admettons, je donne quelques noms, Fernando Alonso, Lewis Hamilton, Max Verstappen, ça fait des années qu'ils roulent et ils roulent dans des conditions précaires. Ils ont roulé dans des conditions précaires. Et c'est important de prendre en considération l'opinion de ces pilotes-là en disant Ben oui, non, c'est trop dangereux ou non, ça peut aller, on va tolérer ou on va rouler moins vite. Mais quand un pilote te dit c'est inconduisible, il y a les projections d'eau, c'est nul, on voit rien, ça donne rien de commencer à s'entêter, à se dire, ah ben là, pourquoi on roule pas en conditions de pluie? Il y a des raisons à oui. ça. Mais Donc, en c'est même temps, important d'écouter ce que les pilotes disent Mais en aussi. même temps, il faut faire attention parce que si on se fie avec Max Verstappen, Ouais, on ouais, serait toujours Verstappen, en ouais. train, on serait toujours en train de courir là, parce que lui, il est prêt à y aller toujours. Si on se rappelle en 2021, il y en a bien qui reprochent sa victoire à Spa parce que il a pas eu d'épreuve puis il a juste roulé derrière la voiture de sécurité. Mais on rappellera qu'il y en a un qui était prêt à courir cette journée-là, puis qui disait sans cesse à la voiture de sécurité de s'enlever Mhm. sur son chemin parce que lui, il voulait y aller, puis c'est lui, c'est Max Verstappen. Pendant ce temps-là, Lewis Hamilton, lui, avait était peut-être plus posé dans ses réflexions, il disait non, non, on y va pas. Aujourd'hui, Verstappen était quatrième. C'est pas une belle position à être, là, parce que tu reçois toute l'eau, puis il voulait y Ouais. aller pareil. Mhm. Mais moi, ce que j'écouterais des pilotes comme Hamilton, Verstappen et Alonso, tu as bien les nommer, les trois champions du monde qu'on a en F1, pourquoi vous voulez Mhm. pas les prendre, des pneus de pluie? Pourquoi ça fait pas votre affaire? Puis de prendre des notes sur ce qu'ils nous disent, parce que ces gars-là, ils savent pourquoi ils veulent pas ces pneus-là. Ils disent c'est plus dangereux, plus de chances de faire une sortie de piste parce que vos gommes sont trop froides. Donc, en tout cas, fait que comme je le dis, on réglera rien, mais c'est des points à prendre en considération parce que si le problème arrive dans un autre Grand Prix, peut-être pas à Austin, il faudrait être chanceux pour avoir de la pluie au Texas, c'est un drôle d'exemple que je donnais tantôt. Mais comme tu dis, c'est déjà arrivé, mais sur d'autres endroits, ben, ça pourrait se produire la semaine prochaine en Hongrie, puis on en resterait dans la même situation. Personne ne voudrait prendre ces fameux pneus-là. Même quand on oblige les écuries à les prendre, on se dépêche de rentrer au puits puis de les enlever pour mettre des intermédiaires. Fait qu'aussitôt qu'on enlève la restriction de dire, ah, c'est correct, vous pouvez les choisir, ben, on change tous nos pneus intermédiaires, donc personne ne les veut. On a quand même eu une course. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle. On prend le positif. Ça n'a peut-être pas été le meilleur Grand Prix de la saison, le meilleur Grand Prix de l'histoire de Spa-Francorchamps, mais on a quand même vu les voitures s'élancer d'un départ lancé. Bon, pas un fan de ça. J'imagine, je pense pas qu'il y a grand monde qui aime ça. Mais en tout cas, on va dire que c'était faut mettre de l'eau dans son vin. Même s'il y en avait C'est pas ça. mal d'eau. En tout cas, fait que c'est ça. C'est ce qu'on a eu. Oscar Piastri était le premier à penser qu'il y aurait probablement peut-être moins d'opportunités de passer son coéquipier Lando Norris puisqu'on donnait un départ arrêté. Sauf que Lando, il a ouvert la porte à Oscar Piastri encore une fois. Mhm. J'ai trouvé. Puis là, je veux pas que ça paraisse comme une insulte parce que lorsqu'on parle de QI puis toutes ces choses-là, c'est pas une attaque personnelle. Je pense que Lando Norris est un gars brillant. Sauf que c'est un terme qu'on dit dans le sport. Son QI de course. OK, à Lando Norris, j'ai l'impression qu'il est pas si fort que ça, puis qu'il progresse pas. Je comprends pas pourquoi il a relancé l'épreuve, ben, qu'il a lancé plutôt, parce que c'était pas on n'a pas relancé, mais qu'il a lancé derrière la voiture de sécurité beaucoup trop tôt. Il a ouvert la porte, moi à sa place, puis je prétends pas être meilleur que Lando Norris. De ce qu'on a vu, de d'autres situations par le passé où que quelqu'un relançait une épreuve derrière une voiture de sécurité, normalement, tu aurais dû faire ça à peu près rendu dans la chicane de l'arrêt d'autobus, là, traduction française, Mhm. de rentrer là, appliquer les freins, la faire le plus lent possible, puis aussitôt que tu es capable de remettre ton volant droit, là, tu commences à accélérer pour t'en aller.
puis après ça, tu essaies de gagner. Je trouve qu'il a relancé ça beaucoup trop vite parce que là, lui-même a fait la chicane comme on l'a fait dans une course normale, à pleine vitesse. Puis là, ça a donné Oscar Piastri qui a pu prendre son élan, discuter la chicane. Max Verstappen, Charles Leclerc, tout le monde a parti de la bonne façon. Moi, j'ai vu que c'était une grosse erreur. C'est probablement là qu'il a perdu la course. Il a fait des erreurs plus tard après aussi, mais le point culminant, c'est là. Il s'est pas donné de chance d'arriver en haut de la montagne, même si il y avait des avantages d'avoir un départ derrière une voiture, là, un départ lancé. Puis je trouve qu'il se les a tous enlevés en donnant cette opportunité-là à Oscar Piastri. Ton côté, tu as vu ça comment? Est-ce que tu as vu ça comme une erreur ou il y avait une façon de s'en sortir en faisant ça comme ça? La façon de s'en sortir, écoute, je ne l'ai pas trouvé. Mais je te dirais qu'à Blanche-Simon, normalement, c'est à fond. OK? Le virage de Blanche-Simon, Oui. oui, c'est en virage, oui, mais c'est à fond. Et là, quand j'ai vu Norris décoller tout de suite, et Piastri ne lui a pas laissé un centimètre. Il s'est tout de suite mis dans le sillage et je me suis dit, Piastri va essayer quelque chose au premier tour. Excuse de te couper, Kevin. Oui, oui, Oscar aurait même pu essayer un dépassement. C'est pas un endroit. Il aurait même pu essayer de le dépasser avant d'arriver à la oui, chicane. Je sais pas si tu as vu la même oui, chose, là. oui, J'étais là, faut pas, j'ai même eu peur. Je dis, va essayer de le dépasser? Il peut pas, là. Tu sais, des fois, non, une c'est crampe ça. au cerveau. En tout cas, excuse, continue, mais c'est juste Non, pour non, c'est montrer à correct. quel point c'est pour rassurer, tu sais, affirmer ton point à toi aussi que comme quoi, c'est Mhm. vraiment une erreur parce que, en tout cas, c'est ça, il avait même pas gagné d'avantage, là, non plus. Puis Astrid avait clairement vu le jeu de Norris, là. Vas-y, C'est excuse-moi. ça. Et là, après ça, quand on arrive, Martin, on négocie la chicane de la Red Bull et tout. Et c'est là, après ça, qu'on a une petite ligne droite, la petite ligne droite des puits. Elle n'est pas longue, cette ligne droite-là. Et là, après ça, on arrive au virage de la source. Et déjà là, Norris ne le négocie pas de façon optimale. Et qu'est-ce qui arrive par la suite? Piastri reprend tout de suite l'avantage dans la descente au Rouge Raidillon, réussit à en profiter. Écoute, ça a été un mauvais départ de Lando Norris. Piastri a été beaucoup plus intelligent, beaucoup plus prompt. Et je trouve il savait qu'il avait une chance à ce moment-là d'aller chercher Norris parce que si Lando Norris réussissait son envol et il partait, je crois que Piastri n'aurait peut-être probablement pas pu aller le chercher. C'était l'opportunité à saisir. On dit souvent celle-là, mais c'est l'opportunité, c'est là. Et Piastri, comme tu as mentionné, Martin, le QI de course de Piastri, à mon avis, c'est très personnel, est supérieur à celui de Norris. Il a moins d'expérience, mais je trouve qu'il s'en sort beaucoup mieux. Il est capable de mieux gérer certaines situations en course et on l'a vu là. On l'a vu plus tard également dans la course. Sa gestion pneumatique a été très bonne, mais il a réussi à faire qu'est-ce qu'il fallait faire. Et surtout, c'était de casser le momentum de Lando Norris qui avait cet avantage-là au cours des derniers Grands Prix par rapport à Piastri. Piastri se devait de battre Norris aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait. Et en plus, quand tu as deux voitures identiques, c'est très dur de trouver, de dépasser une voiture qui est comme la tienne. Surtout si Mhm. là, si on peut vraiment dire que ça va au talent du pilotage ou sinon à les réglages qui ont été choisis, qui ont été optimisés. Oui. Lorsque tu es en avant dans la pluie, tu as l'avantage d'avoir la belle vue, là. T'as pas une vue obstruée, mais tu as le désavantage d'avoir à gérer la piste est comment? C'est toi qui qui découvre, dans le fond. Tu viens voir où est-ce qu'il y a de l'adhérence, où est-ce qu'il n'y en a pas. Mhm. J'ai aimé le commentaire d'Oscar Piastri qui va dans le sens du QI plus développé que tu mentionnais du côté de Piastri, bien sûr, QI de course pour le dire. On leur a pas donné des problèmes mathématiques pour voir qui était meilleur. Lorsqu'on voit ce qu'Oscar Piastri a mentionné, il dit, j'ai vu que Lando avait quand même eu une bonne adhérence à Eau Rouge, fait que j'ai tout de suite pris la décision d'y aller, de ne pas lever le pied autant que lui pour gagner un avantage plus loin. On le voit, là, ça s'est passé, là. On va dire des fractions de secondes, mais c'est moins que des fractions de secondes. C'est très, très petit ce qui s'est Mhm. passé. Et déjà, cette analyse-là avait été faite de la part de Piastri de dire, ah, je l'ai vu. Fait que ça, c'est l'avantage que Lando Norris doit être au courant de dire partout où je vais passer, si je vais pas optimiser ce que je fais, ben Oscar va être capable de prendre une lecture et de faire mieux que moi. C'est le côté négatif d'être à l'avant dans une température comme la pluie. Et Lando a ouvert la porte très, très grande en se donnant aucun lousse, si tu permets l'expression. Il s'est donné Mhm. zéro lousse de faire une erreur ou de mal évaluer un virage et de donner cette opportunité-là.
tu sais, on dit souvent l'expression, il a payé cash, là. Ça a été très, très vite que l'erreur que Lando Norris a fait, on le savait qu'il allait la payer cash avant même qu'il ait amorcé sa montée. On savait que c'était fait pour lui, là. Il survivait pas à ça. En tout cas, ça m'a déçu, ça m'a déçu. Après ça, il y a eu plusieurs erreurs dans la course. Il y en a eu environ quatre que j'ai notées. Sinon, la décision de mettre les pneus durs, ça, j'ai aimé ça. Est-ce qu'on doit l'attribuer à Mhm. l'ingénieur? Moi, j'ai entendu que c'est plus l'ingénieur qui l'a proposé à Lando Norris. On va quand même lui donner du Ouais. crédit. Il a accepté de mettre les gommes dures une fois que tout le monde est en médium. C'était le seul qui a osé ça, d'aller par là. Ça lui donnait au moins un avantage de peut-être récupérer. Mauvais arrêt au puits, faut le dire. Ça, c'est pas de sa faute. C'est la faute En à partant, oui. McLaren. Ouais. Mauvais arrêt au puits. On avait décidé du côté de Pirelli de provoquer deux arrêts pour ce week-end-là. Finalement, la pluie a tout gâché ça. Tout le monde a réussi à faire un seul arrêt avec les gommes médium. Lando s'est donné une chance de gagner à la fin, sauf qu'il se l'est lui-même enlevé en faisant plusieurs Mhm. erreurs. Puis on l'a vu, là, probablement qu'il aurait été capable de venir chatouiller Oscar Piastri à la fin, Mhm. du moins lui mettre une pression, peut-être provoquer une erreur de l'Australien qui était en plein contrôle. On dit en anglais cool comme un cocon. Ben, c'est à peu près ça qui était. Il n'y avait aucun problème pour Oscar Piastri. Il n'était pas embêté du tout. Il s'est permis de repousser à la fin. Donc, pour moi, trop d'erreurs. Encore, c'est ce qui revient toujours pour Lando Norris. C'est ça. C'était pas une belle, c'était pas un beau dimanche pour lui, là. Ça a commencé dès le départ avec cette décision-là de mal relancer l'épreuve. Puis après ça, ben, il a subi ce qu'il s'est créé. Ensuite, un qui a très, très bien fait, on doit le saluer, c'est Charles Leclerc. Moi, j'ai trouvé que Charles Leclerc, euh, il était très vulnérable au début de l'épreuve. On l'a dit, ils ont opté pour moins d'aéro, moins d'appui. Il a résisté aux attaques de Max Verstappen qui pouvait pas tenter un dépassement puisque la trajectoire de course était très, très mince. Charles Leclerc, je pense qu'il a résisté le plus qu'il pouvait. Ça a tellement passé près que Verstappen puisse le passer. Il a résisté, puis après ça, aussitôt que ça a commencé à devenir sec, qu'on a pu enlever ces fameuses gommes intermédiaires-là. Moi, j'ai envie de dire là, que Charles Leclerc a survécu les premiers tours. Il savait qu'il Mhm. fallait qu'il le fasse, puis après ça, aussitôt que c'est devenu sec, c'est lui, l'avantage tombait dans son camp à lui, puisqu'il y avait moins d'appui. Donc, ça tombait un peu dans le scénario que Verstappen avait lors de la course sprint. Leclerc était capable de mieux faire la montée, d'être plus compétitif dans le secteur 1, survivre le secteur 2 pour ensuite regagner dans le secteur 3. Dans le fond, Verstappen, une fois que c'est devenu sec, il s'est fait servir sa propre médecine. Ouais. Et moi, ce que j'aime, Martin, entre ces deux pilotes-là, c'est qu'il y a un respect. Il Oui. y a un respect. Les deux se connaissent depuis très longtemps. C'est des bagarres roue contre roue, mais on, on va à la limite, mais on s'accroche pas. On s'accroche pas. C'est toujours très, très, très fair play. C'est rude, c'est viril, mais on voit pas d'accrochage. On l'a vu souvent au cours des dernières années. Et on a encore eu la preuve aujourd'hui. C'est deux pilotes, comme je dis, qui se connaissent très bien et qui ont un bon respect entre les deux. Et c'est rare que ça se termine mal. Donc là, aujourd'hui, c'est Leclerc qui a réussi à avoir l'avantage. Ça va lui faire du bien. Ça va donner un bon boost à Ferrari pour le championnat des constructeurs. Parce qu'on en avait un qui partait beaucoup plus loin à l'arrière et tout. Il a quand même réussi à faire une très belle course, il faut le souligner à Lewis Hamilton, mais Leclerc n'a pas volé son podium. Charles Leclerc, pour moi, là, je sais que ça va peut-être être, c'est pas unanime, là, le pilote du jour aujourd'hui, mais j'ai le goût de le donner à Charles Leclerc pour ma part. Je sais que Lewis Hamilton a fait une belle remontée, on va en parler dans pas long, mais Mhm. pour ma part, j'ai trouvé que j'ai beaucoup de respect pour ça. Moi, ça m'impressionne beaucoup d'être capable de piloter une voiture avec très peu d'appui aérodynamique dans des conditions de pluie comme ça, pas facile à Spa-Francorchamps, avec Max Verstappen dans tes rétroviseurs toute la course. On va le dire, là, Red Bull a fait un arrêt au pluie qui était pas très bon. Mhm. Aussi, ça a donné une petite ouverture. Ça a même mis Verstappen dans le pétrin avec Russell qui a failli le passer à un certain moment. Mais quand même, Leclerc le mentionnait. Il a pas fait les machos après. Il a dit Max me mettait de la pression. C'est pas évident d'avoir un gars comme ça à l'arrière. Mais surtout là, dans les premiers tours, là, il a pas volé ce podium-là. Il l'a même Non. travaillé. Mhm. Il l'a vraiment mérité. Verstappen a fait vraiment fait travailler Charles Leclerc pour le garder ce podium-là. Donc, pour moi, ça a été mon pilote de la journée. Je sais qu'on tient pas en compte le week-end au complet, mais ça a été c'est le leader de l'écurie Ferrari présentement. C'est lui qui est là depuis longtemps. Même si on pensait
pas ici, là, mais certains pensaient que Hamilton allait arriver, prendre les rênes de l'écurie tout de suite. Il va devoir travailler, Lewis Hamilton, s'il veut vraiment tourner Ferrari ou mettre Ferrari autour de lui, parce que c'est encore Charles Leclerc, le pilote de l'écurie Ferrari. Il l'a prouvé durant tout le week-end. Puis tant qu'à moi, aujourd'hui, il l'a prouvé en allant sécuriser un podium pour la Scuderia. Et pour les gens, on remercie souvent lorsqu'on a une belle performance, les gens qui travaillent fort à l'usine, mais la meilleure façon de les remercier, les gens à l'usine, là, c'est pas nécessairement avec des mots, c'est avec des résultats, de montrer, regardez les efforts que vous avez fait à trouver un nouveau type de suspension qui va venir se fixer après notre boîte de vitesse pour nous donner une plus grande latitude, puis tout ça sur comment on peut régler la voiture. Ça, c'est motivant lorsqu'on voit des beaux résultats comme ça, des podiums. Il y a le fait qui est inquiétant qu'on demandait encore au pilote Ferrari, je pense pas qu'on le demandait à Charles Leclerc, mais Lewis Hamilton, on lui demandait de lever le pied, hein, à certains moments, de faire du lift and coast, là. Mhm. Ça cache encore soit qu'on avait mis moins de carburant dans la voiture d'Hamilton pour remonter. Ça peut être une possibilité pour ça. Ou que la voiture était plus basse que supposé pour avoir une meilleure adhérence dans la pluie, mais qu'on avait peur que lorsque la course est devenue sec, qu'on frappe, qu'on cogne trop à terre, puis qu'on ait encore une usure prématurée des lames. Mais ça, c'est quelque chose à voir que c'est pas tout réglé les défauts sur cette fameuse céréale-là qui cause beaucoup de Mhm. problèmes depuis le début de la saison sur la hauteur de caisse. George Russell a bien fait aussi dans les circonstances. Quand même, il avait remporté cette épreuve-là l'année dernière pour ensuite avoir été disqualifié. Justement, à un moment donné, ça me faisait penser à ça, hein. Quand on voyait Piastri à l'avant rouler, garder ses médiums, puis Mhm. Norris revenir vers la fin de l'épreuve, ça me faisait, puis pas réussir, manquer de temps. Ça me faisait penser un peu à la course de l'année passée, on aurait dit un copier-coller. Cinquième pour Russell, sixième pour Albon. Très belle performance de la Williams, de Alex Albon dans tout son week-end. J'ai envie de lui donner le pilote des cœurs, le pilote qui a le plus levé son niveau de jeu. Je sais que Gabriel Bortoleto qui pourrait l'avoir aussi, il l'a eu dans les dernières semaines, Stack. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais Albon, Williams avait besoin de quelque chose. À l'image de Charles Leclerc, on a apporté des grosses améliorations du côté de l'écurie Williams. On avait besoin d'un bon résultat et de finir devant Lewis Hamilton, c'est pas évident. On le disait que pour Leclerc, d'avoir Verstappen dans tes rétroviseurs, mais c'est la même sensation lorsque tu t'appelles Alex Albon puis tu as cette voiture rouge-là là, qui te suit avec le numéro 44 et à l'intérieur. Oui, c'est ça. Albon, vraiment, c'est un résultat très, très, très satisfaisant pour Williams. Ça n'a pas été évident au cours des derniers Grands Prix. Martin, on avait beaucoup de mal, surtout avec la fiabilité. Là, ça a été vraiment problématique. Donc, ça, c'est un beau résultat. Sainz avait réussi à le faire au cours de la course sprint. Et là, c'est Albon qui réitère. Donc, on inverse les rôles. Et bravo Albon qui continue sa belle saison, si je peux dire. Il est vraiment une très, très belle année en ce moment. Et c'est sûr que, comme tu dis, résister à Lewis Hamilton, c'est quand même quelque chose, là. Albon, c'est pas un nouveau venu. Il commence à avoir de l'expérience, mais on s'entend que quand tu as une Ferrari en arrière de toi qui est normalement plus rapide que toi, ben, il faut que tu fasses attention. Il ne faut pas que tu commettes le moindre faux pas. Et chapeau à Alexander Albon. Moi, je suis d'accord avec toi sur le prix aussi, Martin. Oui, Oui. je vais y aller avec Alex Albon. Alex Albon pour le pilote Dakar, le pilote qui a le plus monté son niveau de jeu, comme Dakar Incorporé qui aide les Québécois de partout à aller à l'autre niveau avec leur magnifique escalier. Justement, je vous invite encore à aller les voir hein, sur Instagram. C'est très beau, leur création, ce qu'ils sont capables de faire. Lewis Hamilton, j'ai envie de te dire, Kevin, la troisième a été la bonne pour Lewis. Tu sais pourquoi je te dis ça? C'est que c'est ce que ça nous donne un week-end sprint. On le mentionnait dans le premier blog. Arrive avec des réglages au début de la fin de semaine après une séance d'essai libre. Choisis des réglages, ça fonctionne pas autant pour la qualification sprint que pour la course sprint. Ensuite, modifie ces réglages-là qu'on est supposé, on nous mentionne du côté de Ferrari qui est supposé faire comme Charles Leclerc. En tout cas, j'imagine qu'il n'y avait pas la même voiture que Leclerc, qui n'a pas fait les mêmes réglages parce que sinon, il devrait être en avant de ça. En tout cas, tout ça pour dire, arrive avec des réglages après la première séance d'essai libre, ça fonctionne pas. Ensuite, on a une chance de se reprendre. On n'a pas de parc fermé après la course sprint. Change ses réglages, fait une erreur, mais n'était pas nécessairement compétitif dans les temps non plus. Donc, ce qui me fait dire que ça fonctionnait pas la deuxième fois non plus, c'est qu'il s'élance de la ligne des puits lors de la course. Donc, on a changé des choses sur sa voiture, des choses qui ont été modifiées, puis tout ça. Et là, finalement, il semble avoir mis le doigt sur les bons réglages puisqu'il a été capable de remonter le peloton. C'est lui qui a animé le spectacle. Je comprends pourquoi qu'on lui donne le pilote du jour. Non seulement les fans de F1 ont voté en grand nombre pour lui. Je suis conscient aussi qu'on a probablement beaucoup d'auditeurs du F1 Podcast qui croient que c'est Lewis Hamilton. Tu en fais partie d'ailleurs aussi, comme quoi je pense que c'est ton pilote du jour, Lewis Hamilton. Et je pense pas que c'est une mauvaise réponse là, non plus. C'est juste que moi j'ai de la difficulté avec le fait de dire comme c'est trois fois que tu changes tes réglages, t'es arrivé.
t'as pris cette opportunité-là, tant mieux, elle se présentait à toi. Mais quand même, dans un week-end standard, normalement, t'as pas cette opportunité-là de changer 3 fois tes Mhm. réglages dans un week-end de course. Le fait aussi que je sais que les journalistes britanniques disent, ah, il est parti de la ligne des puits, puis il a gagné 11 positions, il est pas parti de la ligne des puits, il est Non. parti derrière la voiture de sécurité comme tout le monde. C'est ça aussi, ils ont été chanceux, les gars. Il y en avait, c'est un record, hein, je pense qu'il y avait autant de pilotes qui partaient de la ligne des puits. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, là. Ça Il y a faisait pas, longtemps. ouais, en tout cas, il y en avait beaucoup qui s'étaient trompés, là, pour un week-end où tu as Mhm. 2 opportunités de choisir les bons réglages. Mhm. Il y en a plusieurs qui sont allés qui ont eu besoin de 3 reprises pour saisir les bons. Il y a la température aussi qui a changé, ça, faut quand même tenir ça en considération, là. C'est sûr que c'est Oui. pas évident. Mais quand même, a pu avoir une autre chance de changer ses réglages, a remonté, a fait des très, très beaux dépassements. Heureusement qu'on a eu Lewis Hamilton parce que le spectacle il a été bien différent. Termine quand même septième. C'est une position qui va bien se rendre, mais il faut quand même encore dire que c'est sa position lorsque tu vois ton coéquipier finir sur le podium, ça montre que septième. Est-ce que c'est vraiment une victoire? Est-ce que c'est vraiment mérite des félicitations pour ça ou c'est simplement limite les dégâts? Ben, écoute, il faut quand même donner crédit à Hamilton d'avoir réussi ses dépassements et tout. Oh oui, Donc, oui, oui. Dans moi, la pluie je trouve aussi. que, ouais, c'est ça. Donc, il y avait des conditions aussi. On sait qu'Hamilton, ça reste quand même un excellent pilote. Donc, il fallait le faire. Euh, moi, j'ai choisi Lewis Hamilton. Puis, il y en a un autre qu'on on mentionne pas souvent. Moi, c'est, tu le sais, Martin, c'est un de mes pilotes préférés. Mais Oui. Liam Lawson, juste en arrière, qui a connu une très belle course aussi. C'est très bien défendu. Parfois, peut-être un petit peu seul dans son monde, mais réussi à reprendre du pas de la bête tranquillement, pas vite. Je dirais pas que c'est mon pilote du jour parce que je vais faire preuve je vais faire du favoritisme, là. Mais je vais le mettre, on va dire, que je vais le mettre ex aequo avec Lewis Hamilton. Ben, comme je dis, là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. Tu sais, Euh, Gabriel Bortoleto pourrait être le pilote de la journée à bien des ben gens oui, aussi. Là. aussi. Finir neuvième dans une stack Sauber, même je le dis, le stack s'améliore, mais quand même, Gabriel Bortoleto, pas beaucoup d'expérience. Tu arrives dans une journée de pluie. Dans une journée où ce que même des vétérans ont de la difficulté, lui, il fait bien avec ça. Tu sais, je sais qu'au Mhm. début, c'était la pluie, mais tu sais, on change le rythme aussi, hein. On décale le départ, toutes ces choses-là. Des fois, c'est pas évident. Il répond bien, c'est un champion de Formule 2. Il se comporte comme un champion. Je reprends ce que François Goulet a dit. On doit le mettre dans la conversation peut-être possiblement la recrue de l'année. Puis on n'aurait pas dit ça après les premiers Grands Prix, même si je répétais souvent qu'on ne pouvait pas l'évaluer de la même façon, malheureusement, parce que Stack ne nous donne pas une voiture. Puis on essayait souvent de voir les côtés positifs parce que je trouvais qu'il faisait bien dans les circonstances. Des fois, il terminait 16e, 15e, réussit à se glisser devant des voitures qui sont nettement supérieures que la sienne. Faisait bien. Russie, je pense qu'il est rendu en avance même par deux dans le pointage en qualification contre Nico Hülkenberg, qui est un pilote très, très bon le samedi aussi. Il y a plein de petits signes comme ça qui nous montraient que Gabriel Bortoleto faisait bien et avait d'affaires en Formule 1. Mais là, c'est rendu que c'est plus c'est plus aussi subtil là, c'est rendu flagrant Mhm. qu'il fait bien là. N'importe qui peut le voir maintenant là, c'est plus juste on n'est pas obligé de se forcer pour voir ce qu'il fait de positif en piste ou qu'il a sa place en Formule 1. Gabriel Bortoleto, un champion de Formule 2, il y a plus personne qui remet ça en question là. Tout le monde le croit que ce gars-là a gagné dans les sous-catégories et il le fait Ouais. très très bien. Donc c'est un autre Et pilote pour Martin, moi. Oui, oui, excuse. Quelque chose d'encore plus flagrant au championnat des pilotes. Écoute, j'ai vu ça il y a quelques heures. Ça m'a frappé. Bortoleto a maintenant 6 points. Il n'est qu'à 4 unités de Yuki Tsunoda. Ah, ok. Je m'en allais être positif avec Yuki aujourd'hui là. Ouais. C'est une méchante claque en plein visage quand on Ouais. regarde ça, là. Non, non, c'est ouais, c'est ça. C'est Yuki qui avait eu une belle qualification, puis que finalement, il réussit à terminer derrière Lawson, derrière Bortoleto, derrière Gasly, derrière Berman. Faut quand même Ouais. avouer qu'à cause que Verstappen a arrêté avant, Tsunoda est obligé de faire un tour de plus avant de changer Mhm. ses intermédiaires. Faut être d'accord, mais à un moment donné, tu sais, il y a des dépassements que tu peux faire. Là. Te faire passer par Hülkenberg aussi à la fin, aussi qui est bon Hülkenberg. Mais Berman qui est devant toi, je le disais. En tout cas, c'est ça. Puis là, en plus, tu me rajoutes cette statistique-là. Là. Pauvre Yuki. Pauvre Yuki. Le temps va être long. Je voulais mentionner aux gens aussi, on dit à chaque épisode notre pilote du jour. Dans la section sondage sur Spotify ou dans les commentaires sur YouTube ou quoi que ce soit, vous pouvez aussi. Moi, je mets toujours un sondage à la fin de chaque épisode du lundi où vous pouvez vous prononcer sur le pilote du jour. Venez participer. Je mets les choix là, les plus flagrants. Il va en avoir beaucoup aujourd'hui. Mais vous pouvez voter. C'est le fun. J'aime ça savoir ce que les gens en pensent. Vous pouvez simplement l'écrire dans les commentaires. Si vous voulez pas vous casser la tête, vous avez peut-être pas le temps, vous descendez un peu plus bas. Puis il y a des choix de réponse. Vous avez qu'à cocher le bon. Après ça, c'est le fun.
Ça m'intéresse. Je vais toujours voir ça un petit peu ce que les gens pensent, puis par rapport à ce que nous, on a choisi. Je file vite pour le reste des résultats. On disait 11e pour Berman, 12e pour Hülkenberg, 13e pour Tsunoda, 14e pour Lance Stroll dans la pluie, qui normalement réussit à faire mieux. C'est sûr qu'il partait de loin, puis il n'y a pas eu de la pluie tout le long. Donc, 15e pour Ocon, c'est un revirement de situation, mais Ocon n'avait pas d'appui aérodynamique, un peu comme Verstappen avait fait pour la course sprint, mais a changé. Du côté de Haas, on a décidé de faire d'en donner beaucoup d'appui à Berman, mais de laisser Ocon avec une version différente. Finalement, ça n'a pas payé. Même si c'est devenu plus sec, ça n'a pas aidé. Je crois que ça lui a coûté trop cher au départ. C'est ce qui, pour moi, valorise encore plus ce que Charles Leclerc a réussi à accomplir. Ensuite, Kimi Antonelli, week-end à oublier. La fatigue, c'est que la pause d'été va lui faire du bien après le Grand Prix d'Hongrie. 17e pour Alonso, dans la même catégorie des week-ends à oublier. Carlos Sainz, 18e. Franco Colapinto, on peut peut-être se soulager en disant que ben, au moins, j'ai pas fini dernier, fini 19e. Et c'est Isaac Hadjar, problème mécanique sur la voiture franco-algérien qui finit à un tour. C'est le seul derrière à avoir... de- non, fini à un tour de Ouais. tout le monde. Donc, quand même, pas évident pour Isaac Hadjar, mais on sait que c'est pas parce qu'il y a un manque de talent, c'est pas parce qu'il y a un manque d'effort, c'est juste que la mécanique n'était pas de son côté. Ça fait des choses, c'est des choses qui arrivent en Formule 1, ça fait partie du métier. En terminant, Kevin, avant que je te souhaite de passer une excellente semaine et Mhm. qu'on se redonne rendez-vous pour le Grand Prix d'Hongrie avant notre pause Mhm. d'été. Nous, on fera pas de pause, hein. On va avoir notre bulletin mi-saison, bien sûr. On va avoir un entre-deux courses. Donc, il n'y aura pas de Ouais. relâche pour le F1 podcast. On va être là pour nos auditeurs. Je te souhaite un bon week-end, mais je sais que, comme dans ta bonne habitude, tu as sûrement une statistique pour nous. Oui, Martin, les trois pilotes sur le podium, donc Oscar Piastri en première, Lando Norris en deuxième et Charles Leclerc en troisième, ont tous un point en commun. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est? Je donne ma langue au Kevin. Oh, bon. Les trois pilotes ont exactement aujourd'hui 8 victoires chacun En carrière, hey, c'est en incroyable, hein, que carrière. Oscar Piastri a Les déjà trois rejoint Charles Leclerc. et Lando Norris. C'est fou, ça. Ouais, ça, c'est fou, ça. Incroyable. Ouais. Autre statistique aussi, 30 quelques podiums d'affilée pour pas podium, je pense que dans les points pour Oscar Piastri, c'est le seul qui a une marque supérieure à ça, c'est Lewis Hamilton puis Max Verstappen. N'importe quel record là, que tu es capable Mhm. de rentrer dans la même phrase que il y a juste moi, Verstappen et Hamilton, ça montre que tu es sur la bonne direction. Surtout quand tu es seulement à ta troisième saison en F1, là. Fait que, Ouais, en tout cas. c'est incroyable. Ouais, chapeau à Oscar Piastri qui se Mhm. dirige vers un premier titre de champion du monde. Ça, c'est sûr. Bon, mais Et merci beaucoup. McLaren arrive, oui, et McLaren arrive à la barre des 200 victoires, 199e. On arrive à Oui, 200 victoires pour McLaren. incroyable aussi. Incroyable aussi. Bon, mais je te souhaite une excellente semaine, Kevin. Ça a été un plaisir encore une Merci fois. beaucoup. Puis Grand Prix d'Hongrie, qui est pas mon préféré, mais quand même, des fois, on peut avoir des bonnes surprises là-bas. Oui, effectivement, un circuit à l'ancienne. C'est ce qui conclut notre épisode du lundi 28 juillet. Notre prochain rendez-vous sera vendredi en marge des séances d'essais libres du Grand Prix de Hongrie. Mais d'ici là, je vous invite à nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Instagram ainsi que X Twitter, mais aussi à vous abonner à nos chaînes Spotify ainsi que YouTube et activer la petite cloche question de recevoir une notification lors de la publication des nouveaux épisodes. Mon nom est Martin Simon, Simon avec un C. Je vous remercie de faire confiance au F1 Podcast et je vous souhaite une excellente semaine.